Bonjour à tous. Je suis donc Thomas Prévraud. Je suis très heureux de participer à ce séminaire, même à distance. Et je remercie les organisateurs et Marc Moyon pour me permettre donc de présenter cet exposé qui va traiter des circulations mathématiques internationales au XIXe siècle sous un angle méthodologique. Je vais vous montrer avec un cadrage avec une présentation qui va être chronologique, l'évolution des cadrages méthodologiques pour prendre en charge ces questions de circulation mathématique au XIXe siècle, puisque ces différents cadrages ont évolué en fait depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais vous montrer à l'aide d'exemples et de situations concrètes comment ces cadrages ont évolué pour finalement aboutir à quelque chose aujourd'hui qui semble être le plus pertinent, le plus rigoureux possible pour étudier ces circulations internationales. Ces questions de circulation internationale de savoir, en fait, elles ont émergé donc depuis une soixantaine d'années à peu près, dans le cadre d'un mouvement historique et historiographique qu'on appelle le Special Turn. Dans ce mouvement-là, en fait, euh, des nouvelles notions sont apparues et ont été mobilisées par les historiens. Donc j'en ai sélectionné quatre, mais en fait on pourrait en ajouter davantage. Donc il y a la notion d'espace. La notion d'espace, il faut la prendre au sens le plus large possible. Ça peut être un milieu social, un milieu professionnel, un milieu politique, dans lequel le savoir va être produit, va être utilisé, voire même aussi être diffusé. Il y a également à ne pas confondre avec la notion d'aire géographique. Donc là, c'est plutôt les territoires. Alors, on peut aussi parler d'espace, mais on précisera espace géographique. Là, ce sont plutôt les territoires physiques dans lesquels les savoirs vont également se diffuser. Mais souvent, ces territoires géographiques sont associés à une langue et une culture. Autre notion, autre concept important, c'est la notion d'échelle, là qui va nous permettre effectivement d'analyser ces circulations de savoir avec un degré de granulométrie idoine. Ça peut être du ultra local à l'échelle d'une communauté d'acteurs, d'une ville, d'une université, ou alors avec des échelles qui sont un peu plus larges, voire même très larges, régionales, nationales ou continentales. Et enfin, dernière notion que je vais aussi mobiliser dans cet exposé, c'est la notion de frontière. Donc, c'est une séparation qui peut être soit physique, donc matérielle, soit immatérielle, entre deux espaces, qui peuvent être des espaces sociaux ou des espaces géographiques, et frontières que les savoirs vont devoir traverser pour rejoindre effectivement un espace ou un autre. Voilà. Donc l'histoire des mathématiques à cette époque-là, donc on est dans les années 60-70, va sortir des laboratoires et on va prendre en charge des savoirs qui vont être des savoirs situés, produits, transformés et diffusés dans des contextes. Et donc dans ces contextes-là, les savoirs sont capables de se déplacer. Voilà. D'où l'idée de cet exposé qui est de parler en fait des cadres qui ont été pensés pour étudier ces mouvements, ces déplacements de savoir. Donc, mon exposé, ça va être l'occasion de réfléchir aux modèles qui ont été utilisés pour penser, pour décrire et pour analyser ces déplacements de savoir. Alors, une petite précision, dans les cadres gris qui vont ponctuer mes diapositives, ce sont des références historiques, historiographiques, que je vous livre, auxquelles que vous pouvez consulter pour aller un peu plus loin sur les thématiques qui sont évoquées dans chaque diapositive. Donc là, Livingstone et Finnegan, ce sont des historiens des sciences et des techniques notamment, qui ont étudié cette question du spatial turn. Alors, le premier modèle qui a été pensé pour étudier ces questions de diffusion, de circulation, pardon, des savoirs, c'est ce qu'on appelle le modèle diffusionniste. C'est un modèle qui est issu en fait de ce qu'on appelle les sciences coloniales. Alors, un des articles fondateurs de ce mouvement, c'est The Spread of Western Science, qui est apparu dans Science en 1967, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été écrit par un historien qui s'appelle George Bassala. Alors, c'est un article qui est fondateur parce euh, il a été l'objet de nombreuses critiques, je vais en parler tout à l'heure, qui ont permis à ce modèle d'évoluer et d'être affiné. Alors, ce modèle diffusionniste, comme on l'appelle, c'est un modèle assez simple, assez rudimentaire, mais en tout cas qui est capable de penser les diffusions
d'une certaine façon, et cette façon, c'est la suivante, on a un centre, c'est l'Europe occidentale, et des périphéries, ce sont les colonies et le reste du monde. Et en fait, grosso modo, les savoirs sont produits dans ce centre, en Europe occidentale, et se diffusent dans les colonies et le reste du monde. Donc c'est un mouvement en trois phases, selon Bassala, trois phases qui vont expliquer la diffusion du savoir, la circulation des savoirs. Le premier moment, les colonies, en fait, les colonies européennes, hein, donc en Afrique, en Amérique et éventuellement en Asie, vont servir de base d'exploration, en fait, pour les scientifiques européens. Donc les scientifiques européens se déplacent dans leurs colonies et vont prélever des échantillons, prélever des savoirs. Alors c'est surtout vrai pour les sciences botaniques, par exemple, et les sciences biologiques. Et ces savoirs vont être rapatriés en Europe. Dans un second temps, les savoirs européens vont concrètement être diffusés dans les colonies et les institutions savantes vont y être répliquées et à l'identique, en fait, dans les colonies. Troisième phase, on a une autonomisation à la faveur notamment des indépendances, évidemment. On a une autonomisation progressive des sciences locales pour devenir des sciences indépendantes de leur modèle européen ou de leur modèle, voilà, de leur modèle des modèles de la métropole. Alors, un exemple tout simple pour illustrer ce modèle-là. Eh bien, si on s'intéresse aux écoles pour la formation des officiers ingénieurs, eh bien, un modèle qui a longtemps prévalu, alors maintenant qui est évidemment qu'on a beaucoup affiné, hein, qui est maintenant critiqué, mais un modèle qui a longtemps prévalu, bah, c'est de dire que les écoles, l'école polytechnique de Paris et les grandes écoles d'ingénieurs françaises associées à l'école polytechnique, notamment ces écoles d'application, eh bien, finalement, ont été diffusées à la faveur eh bien, de la colonisation, à la faveur du déplacement des militaires français dans différents pays, notamment en Afrique du Nord. Et ces écoles-là ont été répliquées, totalement répliquées à l'identique, dans les colonies. Bon, donc ce modèle-là, là, enfin, je vous annonce, si vous ne le saviez pas, que ce modèle-là donc, est maintenant très, très largement remis en cause, mais pendant longtemps, ce modèle-là a prévalu. Alors, donc, évidemment, on va en venir aux critiques. Ces critiques sont apparues très, très rapidement, hein, dans les années 70, 80. Plusieurs auteurs, plusieurs historiens, eh bien, ont critiqué ce modèle avec plusieurs arguments. Donc, dans cette diapositive, je vais vous montrer plusieurs arguments. Je renvoie dans la base de cette diapositive, je renvoie à deux auteurs qui ont pris en charge ces critiques-là et que vous pourrez retrouver en lisant ces références. Alors, première critique, bon, bah, c'est d'abord, on va dire, une critique, bon, peut-être morale, je ne sais pas comment on pourrait la présenter, mais qui part du principe que ce modèle diffusionniste, il s'appuie sur une hiérarchie Europe-périphérie. Bon, donc première critique. Deuxième critique, il va totalement négliger l'idée que préalablement à la venue à la colonisation ou au déplacement des savoirs européens dans les périphéries, ce modèle-là néglige le fait qu'il pouvait exister au préalable une culture mathématique voilà, qui était locale et qui était indigène. Bon. Troisième critique, ce modèle va totalement ignorer également les transformations qui vont avoir lieu dans l'espace émetteur et dans l'espace récepteur lorsque le savoir va se déplacer, hein. Lorsque le savoir se déplace, eh bien, parallèlement, il peut y avoir des transformations dans l'espace qui reçoit les savoirs, mais également dans l'espace qui les émet. Quatrième critique, ce modèle néglige totalement, c'est en rapport avec la troisième critique, hein, il néglige totalement les contextes locaux et donc la possible appropriation du savoir qui peut advenir dans le territoire récepteur. Cinquième critique, c'est un modèle qui néglige également, toujours en rapport avec les deux premières critiques, les deux critiques précédentes, pardon, qui néglige l'agentivité des mathématiciens autochtones, c'est-à-dire leur pouvoir de production de nouveaux savoirs ou leur pouvoir de transformation sur les savoirs qui arrivent dans les espaces récepteurs. Et puis, il y a des critiques, disons, que je vais d'ailleurs reprendre tout à l'heure, il y a des critiques qui pointent le fait que ce modèle-là ignore totalement ce qu'on appelle les effets retours, c'est-à-dire que potentiellement, il y a de nouveaux savoirs qui s'implémentent dans les espaces récepteurs et qui pourraient revenir dans les métropoles en Europe occidentale. Et enfin, c'est un modèle qui va toujours s'intéresser aux mêmes acteurs, à savoir des acteurs académiques, la plupart du temps des acteurs universitaires. Donc sur cette base-là, eh bien, une nouvelle histoire, un nouveau modèle, un nouveau cadre méthodologique s'est mis en place sous l'égide de l'histoire comparatiste.
Alors, cette histoire comparatiste, ce qu'elle veut, c'est décentrer le regard pour qu'on arrête de se focaliser sur le centre, qui est l'Europe occidentale, pour aller regarder vraiment dans le détail ce qui se passe dans les périphéries. Et ainsi, on va considérer des espaces qui sont extra-européens comme des lieux légitimes pour enquêter sur des savoirs qui pourraient y être produits, qui pourraient y être diffusés, qui pourraient avoir leur propre autonomie. Et dans ce contexte-là, on va donc comparer l'évolution de savoirs et de leur transformation à la fois dans les espaces émetteurs et dans les espaces récepteurs. Donc là, on a vraiment un cadre qui est totalement, enfin qui diverge du modèle diffusionniste, où on considère des espaces de façon autonome, en capacité de produire des savoirs dont on peut comparer l'évolution. Et donc, c'est un modèle qui va beaucoup, beaucoup insister sur le rôle des contextes, des différences de contexte entre les espaces émetteurs et récepteurs, à la fois des différences linguistiques, culturelles, éditoriales, scientifiques, pédagogiques, religieuses, etc. Alors, j'ai deux exemples à vous donner. Ça, ce sont des travaux qui ont été menés par les gens qui se sont intéressés aux traductions, hein. Si on regarde, par exemple, on prend un ouvrage classique comme les éléments de géométrie de Legendre, et on peut aller regarder finalement dans différents espaces comment les traductions de cet ouvrage, qui est un ouvrage très, très célèbre et qui a beaucoup été diffusé euh, à une échelle internationale, comment les différentes traductions évoluent, s'implémentent dans différents pays. Donc là, je vous ai mis un tableau d'une une série de traductions des éléments de Legendre. Et donc, ces différentes traductions peuvent être étudiées dans un modèle comparatiste. Autre exemple, si on veut regarder par exemple les styles d'écriture de manuel, eh bien ce cadre comparatiste, il a pu être utilisé, notamment je cite Elena Pichior, il a pu être utilisé par des historiens des mathématiques pour comparer si on veut dire, les traditions d'écriture des manuels dans différents pays. Le cas qui a peut-être, le cas que je connais bien, qui a beaucoup est étudié, c'est le style d'écriture des manuels français, notamment d'algèbre et de géométrie au début du 19e siècle, comparativement au style d'écriture des manuels anglais de géométrie d'algèbre, selon différents critères que je vous liste ici, à savoir l'ordre et la structure des manuels, la présentation, le degré de généralisation qu'endossent ces manuels, le rôle des problèmes et des exercices d'application, la qualité exhaustive ou non des contenus. Et puis, bon, là, je donne deux exemples vraiment emblématiques de ce style supposé, hein, parce que c'est aussi un modèle qui va être affiné et critiqué, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, deux modèles vraiment caractéristiques de ces deux supposés styles anglais et français, c'est le mathématicien, l'auteur de manuel qui s'appelle John Bonnycastle et du côté français, Sylvestre François Lacroix. Voilà, donc voilà un exemple d'études historiques, la circulation de savoir historique sous le cadre, sous l'égide de l'histoire comparatiste. Alors, évidemment, cette histoire, ce modèle comparatiste présente lui aussi des limites que plusieurs historiens se sont chargés de répertorier, indépendamment d'ailleurs du contexte mathématique. Je prends le cas de Michel Espagne, qui est un historien entre guillemets classique, qui a énormément travaillé sur l'histoire comparatiste. Il a publié des livres et de nombreux articles, dont celui-ci qui est un article assez générique, hein, qui donne les bases en fait de sa critique, donc sur les limites du comparatisme en histoire culturelle. Alors, quelles sont ces critiques? Eh bien, c'est l'idée que en comparant des styles nationaux, on va figer des identités nationales. Voilà. Et ça peut poser un problème parce que ça va rendre imperméable les frontières mathématiques et du coup rendre beaucoup plus compliqué en termes intellectuels, en termes voilà, de concepts, rendre beaucoup plus compliqué la circulation des savoirs. Et ça peut même aller jusqu'à imaginer dans ce modèle-là, finalement, il y a très peu de circulation de savoir possible parce que les styles figent totalement les pratiques mathématiques ou les pratiques scientifiques. Donc, dans ce modèle-là comparatiste, souvent, on va totalement minimiser ou négliger le rôle des transmetteurs, des passeurs de sciences entre différents espaces. Et par ailleurs, de façon corrélée, on va négliger évidemment les hybridations et les porosités entre différentes sciences dites nationales, hein. C'est donc dans ce style, dans ce cadre de modèle comparatiste, on va parler de sciences nationales. Donc, exemple extrêmement classique, connu, eh bien, ce serait l'idée de penser, par exemple,
en rapport avec ma diapositive précédente, de penser des traditions mathématiques très distinctes en Angleterre et du côté continental, hein. Donc on va vraiment dresser une frontière, c'est mon segment en rouge, entre ces deux régions, entre ces deux territoires, en prétextant que, bien, par exemple, du côté anglais, on va se focaliser sur l'étude d'Euclide, de Newton, qu'il y a très peu d'analyse au sens continental du terme, qu'il n'y a pas d'outils de description de la stéréotomie selon le modèle des travaux de Gaspard Monge, comme la géométrie descriptive. Et à l'inverse, du côté continental, du côté français, allemand, eh bien, on va être très critique d'Euclide, on va faire reposer le calcul infinitésimal et analytique, non pas sur Newton, mais sur Leibniz. Voilà. Donc ça, c'est une historiographie qui a également longtemps prévalu, évidemment maintenant, qui est beaucoup affinée. Mais voilà un modèle, voilà un cadre conceptuel qui peut être utilisé, qui peut avoir sa pertinence, mais qui peut, comme avec l'exemple que je viens de vous montrer, être soumis à plusieurs lacunes. Alors, pour prendre en charge ces lacunes, eh bien, est apparu un nouveau cadre méthodologique qui est l'histoire globale. Je vous renvoie à cet ouvrage assez générique sur l'histoire des techniques, dans lequel ce concept-là, donc, qui s'appelle L'histoire des techniques, monde, société et culture, dans lequel ce cadre méthodologique-là est bien développé. Alors, quels sont les présupposés conceptuels de l'histoire globale? Ben, contrairement à l'histoire l'histoire comparée, comparatiste, elle présuppose eh bien, que justement le monde est pas du tout segmenté à l'intérieur d'espaces cloisonnés dans des frontières, mais au contraire qu'on a une interconnexion du monde avec un enchevêtrement de pratiques, de pratiques mathématiques à l'international. Donc c'est un modèle qui croit en l'existence de phénomènes qui dépassent les cadrages nationaux et qui dépassent les spécificités locales. Donc, eh bien, il y a un lien très fort dans ce cadre méthodologique-là entre l'évolution des mathématiques en Europe et celle dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas penser c'est l'évolution des mathématiques en Europe et l'évolution des mathématiques dans le reste du monde de façon déconnectée, mais au contraire de façon connectée. Donc ça s'appuie sur des récits historiographiques très globaux, avec une très forte remise en cause des historiographies nationales. Donc typiquement dans l'histoire globale, on va complètement se détacher de l'idée qu'il y aurait des mathématiques anglaises et qu'il y aurait des mathématiques françaises sous l'égide de figures tutélaires nationales totalement incompatibles. Avec donc une remise en cause des chronologies classiques habituelles et des acteurs classiques et habituels. Voilà. Donc, cette histoire globale s'appuie sur trois types d'outils que je vais maintenant vous présenter. Ces trois outils sont les transferts, les réseaux et les circulations. On commence par les transferts avec deux références que vous pouvez aller consulter, donc notamment Michel Espagne, dont j'ai déjà parlé, qui, disons, pour passer du concept de comparatisme à l'idée d'une histoire plus globale, a beaucoup étudié la question de transfert culturel. Alors, la question des transferts, l'outil des transferts, va beaucoup s'appuyer sur les intermédiaires. En français et en anglais, on appelle ça des go-between. Donc, ce sont des acteurs qui vont être sur lesquels va reposer le déplacement des savoirs mathématiques. Euh, L'intérêt des transferts, c'est que cet outil-là va permettre de mettre à jour des acteurs qui sont généralement méconnus dans l'histoire dite classique des mathématiques. Exemple, les diplomates, les voyageurs, que ce soit des étudiants ou des professeurs, des libraires, des éditeurs, des chefs d'entreprise, des traducteurs. Et ces intermédiaires-là, en fait, vont permettre le transfert des savoirs dans dans les espaces récepteurs. Et ces espaces récepteurs sont toujours considérés comme étant capables d'altérer ou d'hybrider les savoirs qui viennent d'arriver. Donc ça, c'est un outil de l'histoire globale qui permet de prendre en charge la circulation des savoirs. Un exemple, peut-être, eh bien, je reprends donc mon exemple initial des écoles d'ingénieurs et militaires français. Bon, bah, dans ce cadre-là des transferts, on va, disons, mettre de côté l'idée d'un modèle européen. Alors certes, les colonies, les pays, on va dire, du Sud, entre guillemets, certes, regardent les modèles européens, notamment l'école polytechnique, avec une certaine appétence. C'est effectivement, il y a un certain prestige qu'on veut transférer, mais si on regarde vraiment in situ dans les territoires récepteurs, comment ces écoles d'ingénieurs s'implémentent, eh bien, on voit bien qu'il n'y a pas une duplication du modèle entre guillemets européen, mais qu'au contraire, les contextes politiques locaux sont déterminants et sont centraux pour comprendre comment ces écoles sont implémentées
dans les espaces récepteurs. Il y a le rôle des militaires, qui est très important, le rôle des contextes militaires, le rôle des états-majors, ça c'est central, hein. Les ministères, entre guillemets, des armées sont très importants pour comprendre comment ces écoles s'implémentent et comment les mathématiques vont s'adapter localement pour la formation des ingénieurs et des militaires, notamment sur trois critères, hein, sur lesquels vous pourrez trouver beaucoup d'informations dans les articles que je vous présente juste en dessous. Eh bien, selon les contextes, la sélection des candidats, le contenu des enseignements mathématiques et l'articulation des mathématiques avec les sciences militaires divergent selon qu'on est, je ne sais pas, en Égypte, au Maroc, en Bolivie, au Brésil, en Argentine. Ça ne simplement pas de la même façon, aux États-Unis aussi, de la même façon selon les contextes locaux. J'ai un deuxième exemple à vous proposer. C'est l'exemple, toujours dans cette idée de transfert, l'exemple des traductions de manuels mathématiques. Alors, la traduction, c'est vraiment comment dire, une idée de travail pour justement réfléchir à la question de transfert. Dans les colonies africaines, américaines ou asiatiques, il y a un attrait, hein, pour le prestige des manuels français, des manuels notamment des manuels pour l'enseignement français, notamment pour l'enseignement secondaire. Euh, cet attrait, il s'explique par l'idée que dans les colonies, dans les espaces récepteurs, on a envie de réformer les institutions d'enseignement. Donc se mettent en place des réformes des institutions d'enseignement dans les colonies qui mettent en jeu des professeurs, des traducteurs. Mais ces traducteurs et ces professeurs ne vont pas aller directement chercher les manuels français et les utiliser tels quels pour leurs enseignements. Il y a un processus de traduction, donc déjà de traduction, ça signifie forcément une forme d'appropriation, de traduction qui ne sont jamais littérales, ou en tout cas très rarement littérales. On a des modifications parfois de très grande ampleur, pour s'ajuster aux contextes locaux de ses professeurs et de ses traducteurs. Par exemple, des ajouts, des suppressions de contenu, euh, une très grande malléabilité du paratexte, donc de tout ce qui est dans la marge du texte, avec une modification de la présentation, une modification de la mise en page et des transformations vraiment parfois très profondes du texte et des images et des illustrations. Pour illustrer ce propos, vous pouvez aller regarder ce qui se passe lors de traductions de manuels français en Afrique du Nord, avec les travaux de Madi Al-Jaoud et de Pierre Ageron, qui ont beaucoup travaillé ces questions-là en Tunisie et au Maroc. Voilà, un dernier exemple pour le cas de ces transferts, c'est le cas égyptien. Dans le cas égyptien, on a vraiment la mise en place d'une structure locale pour prendre en charge l'arrivée des textes, des manuels français et les transformer pour qu'ils soient directement utilisables dans les institutions de formation, notamment des ingénieurs, hein. Il y a même un bureau des traductions qui est créé au milieu du 19e siècle, qui utilise des traducteurs qui sont par ailleurs formés dans une école de langue. Cette école, ce bureau des traductions, va se poser la question de la création d'une langue pour prendre en charge la traduction des manuels mathématiques français avec une production de néologisme, le recours à des termes vernaculaires de l'islam mathématique, disons, traditionnel, et éventuellement l'utilisation de termes étrangers. Donc il y a toute une ingénierie locale qui se met en place pour prendre en charge cette question des traductions. Voilà, bon, j'avais un dernier exemple, mais là, je ne vais pas le détailler. C'est de nouveaux types d'intermédiaires que vous pourriez étudier, que sont les libraires, que sont les éditeurs, qui sont eux aussi partie prenante dans la question des transferts de savoir. Le deuxième outil de l'histoire globale pour prendre en charge les circulations, pour prendre en charge le déplacement, hein, la compréhension des déplacements de savoir, c'est les réseaux. Alors, les réseaux, c'est un outil qui permet d'ouvrir la boîte noire lorsqu'on veut regarder comment les savoirs entrent au sein d'un territoire, hein. Donc, il rejette complètement l'idée d'une arrivée totalement passive d'un savoir sur un territoire récepteur. Au contraire, il y a toute une infrastructure locale qui se met en place avec des acteurs le plus souvent interconnectés pour prendre en charge l'arrivée de ce savoir. Donc évidemment, là encore, comme dans l'idée des transferts, hein, on a
comment dire, un, le, un- le rôle central des contextes locaux qui est très important. Notamment le contexte politique, le contexte entrepreneurial pour les personnes qui voudraient étudier les mathématiques en milieu professionnel. On a aussi la façon dont les programmes d'enseignement supérieur et secondaire se mettent en place. On a le contexte aussi éditorial de l'édition scientifique et scolaire. Et aussi, évidemment, l'état, tout simplement, l'état des mathématiques, la production des mathématiques en local. Donc, tous ces contextes-là font que eh bien, les acteurs vont fédérer des réseaux, vont créer des réseaux pour permettre la mise en place d'une structure d'accueil en fait de ces savoirs en provenance de l'étranger. Alors, ces questions, elles ont beaucoup été étudiées par les historiens, par des historiens notamment, qui ont cherché. Alors, ce sont des outils, hein, les réseaux, qui sont issus de la sociologie classique, et des historiens comme Claire Lemercier et Catherine Goldstein ont regardé comment ces outils de la sociologie pourraient nous être utiles, nous, comme historiens des sciences ou historiens tout court, pour prendre en charge la question des déplacements de savoir. Alors, je donne un exemple que j'ai moi-même étudié, qui est finalement la façon dont les traductions de manuels français aux États-Unis se créent. Et donc, quand on regarde les réseaux des auteurs de manuels tout court, de manuels aux États-Unis, de manuels pour l'enseignement secondaire aux États-Unis, donc qui sont les petites personnes qui sont en bleu ici, et en orange, on a les personnes qui sont des traducteurs de manuels français, eh bien, on constate, hein, les petits segments, ce sont finalement les liens personnels et professionnels que ces auteurs ont entre eux. Eh bien, on constate en fait que plus les auteurs ont des relations interconnectées, plus ils auraient tendance finalement à être en capacité de promouvoir et de traduire des manuels étrangers. Dernier outil qui a été mis en place, qui a été implémenté pour euh, traiter la question de l'histoire globale. Donc, c'est l'outil des circulations, circulation qui est donc le titre de ma communication. Donc, ça, c'est un concept, disons, qui est assez récent, qui s'est développé dans les années 2000. Je cite ici plusieurs exemples. Alors, un grand texte que je vous conseille de lire, qui traite vraiment de cette question de façon assez méthodologique, c'est le texte de Kapil Rai qui a regardé à l'époque moderne la circulation des savoirs de la science moderne en Asie du Sud-Ouest, en Asie du Sud, pardon. Et pour la question des mathématiques, eh bien, vous pouvez aller regarder les travaux du projet CIRMAT, du projet ANR CIRMAT, autour des textes de Philippe Nabonan, Jeanne Pfeffer et Hélène Gisbert. Alors, les circulations sont importantes parce que c'est, disons, la première fois que un outil conceptuel, un outil méthodologique va permettre de prendre en charge ce qu'on appelle les effets retour. La possibilité que le savoir ne circule pas ne se déplace pas que dans un sens, mais qu'il est capable, des périphéries, de revenir par effet réverbérateur, de revenir vers sa source et éventuellement de changer même la pratique, de la pratique de ces savoirs dans les espaces émetteurs. Alors, plusieurs exemples. La correspondance, par exemple, c'est un bon moyen de regarder comment les acteurs échangent et peuvent, de l'émetteur vers le récepteur, euh, permettre les effets retour. Alors, moi, j'ai étudié la circulation de la traduction de la mécanique céleste de Laplace par un auteur américain qui s'appelle Nathaniel Bowditch. Et quand on regarde la correspondance entre Bowditch et le mathématicien français Adrien Marie Legendre, quand on étudie sa correspondance, donc on voit évidemment des échanges de lettres, on voit comment la circulation, la traduction d'un texte français aux États-Unis va revenir en Europe et permettre aux Européens, comme Legendre ou d'autres, de mieux comprendre le texte de Laplace, dont on sait qu'il est, y compris en français, très difficilement intelligible, y compris par des savants français. Voilà. Alors, j'aurais un autre exemple à vous donner de cet effet réverbérateur. C'est le trajet, la vie d'un texte, d'un manuel anglais qui s'appelle A Course of Mathematics, qui a été écrit par Charles Hutton, professeur à l'Académie militaire royale d'Angleterre. Ce texte a été adapté aux États-Unis pour l'Académie militaire des États-Unis, West Point, a été adapté donc par un auteur qui n'est pas mentionné sur la couverture, un mec qui s'appelle Robert Adrin. Et alors, quand on regarde comment ce texte a été adapté, eh bien, on se rend compte d'échanges, de circulation croisée entre ces deux textes. Que, par exemple, l'édition américaine de 1812 est adaptée
des éditions anglaises, la cinquième édition anglaise et la sixième édition anglaise, mais que, fait tout à fait remarquable, l'édition anglaise de 1820 se sert de l'édition américaine de 1812. Et puis, etc. Hein. On a un jeu d'aller-retour entre finalement l'adaptation, on va dire, indigène, autochtone, coloniale, produite aux États-Unis, et la source initiale anglaise. On a des effets aller-retour et réverbérateurs. La source initiale, la source anglaise, se sert et utilise la source coloniale hein, pour se transformer et pour faire évoluer les éditions ultérieures. Voilà, donc l'histoire globale, si on devait résumer sous la forme d'un schéma, eh bien, c'est l'idée d'avoir un espace émetteur qui va envoyer un savoir vers un espace récepteur, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a l'importance des transferts la compréhension de ce mécanisme de déplacement du savoir avec les intermédiaires, comme je l'ai dit, et puis le rôle très important des réseaux qui permettent de comprendre comment, en local, finalement, les contextes permettent de créer des infrastructures en capacité d'accueillir et voire même de modifier les savoirs qui se déplacent d'un point A vers un point B. Et donc les circulations, comme je l'ai dit, qui prennent en charge éventuellement les effets retours et réverbérateurs. Alors, cette histoire globale, l'histoire n'est pas finie, et j'en termine avec donc, ma dernière partie de cet exposé. L'histoire globale a été soumise aussi au feu des critiques de plusieurs historiens. Je vous propose de lire cet ouvrage collectif qui s'appelle Les savoirs monde, mobilité, circulation des savoirs depuis le Moyen Âge, dans lequel sont assez bien résumées les limites de l'histoire globale. Alors, contrairement à l'histoire comparatiste, l'histoire globale présuppose le fait qu'il n'existe pas de mathématiques nationales. Mais la critique qu'on peut faire, c'est qu'a priori, il n'existe pas non plus de mathématiques universelles. Et du coup, les limites de cette science globale, c'est l'idée qu'il n'existerait donc aucune frontière mathématique, que les savoirs pourraient circuler sans aucun problème d'un espace à l'autre. Et du coup, on a une vision presque quasi théologique. Hein. Je cite ici un article de Catherine Goldstein. Pardon, ici, c'était là, un article de Catherine Goldstein. On a quasiment une vision théologique de la science qui circulerait presque sans frontières d'un espace à l'autre. Donc ça, c'est une critique qu'ont formulée les historiens des sciences et des techniques à l'endroit de l'histoire globale. Et pour prendre en charge ces critiques, il y a deux façons de faire qui ne sont pas d'ailleurs exclusives, hein, qu'on peut superposer. Bah, d'abord, c'est l'idée de penser la frontière mathématique qui existe, de la penser le plus correctement possible, cette frontière mathématique, avec l'idée que cette frontière mathématique, c'est un travail absolument nécessaire, préalable, avant toute étude des circulations. Hein. C'est fondamental. Alors, comment est-ce qu'on fait pour penser cette frontière mathématique? Eh bien, il faut regarder, avant d'établir, de se pencher sur la circulation des savoirs, il faut se pencher sur les contextes locaux. Regardez d'abord comment, dans chaque espace, l'espace émetteur et l'espace récepteur, les mathématiques sont produites, se diffusent, s'enseignent, donc, et s'écrivent aussi. Donc les contextes sociaux, linguistiques, économiques, politiques, scientifiques, éducatifs. Et regardez dans ces espaces-là comment interagissent les institutions, les savants, éventuellement les acteurs professionnels, les enseignants. Ça, c'est fondamental dans un premier temps. Et le deuxième point pour bien rendre épaissir cette frontière mathématique et ne pas la négliger, regardez d'une façon beaucoup plus générale, avant de passer aux circulations mathématiques, regardez comment ces pays communiquent, comment ces pays échangent, quelles sont les relations institutionnelles, académiques et politiques au sens large, qui préexistent, si vous voulez, avant les circulations et les échanges mathématiques. Voilà. Donc, très important, dans ce schéma que je vous ai montré sur l'histoire globale, très important de penser cette frontière mathématique, mais encore une fois, cette frontière mathématique, on ne la pense pas comme imperméable, on la pense comme existante, capable d'être poreuse, mais par ailleurs comme existante. Et puis, un deuxième outil pour vraiment nous aider à mieux penser l'histoire globale, c'est la micro-histoire. Alors, la micro-histoire, c'est
c'est une typologie d'histoire, oui, une façon de faire de l'histoire qui est apparue dans les années 1970, avec cet ouvrage fondateur de Carlo Ginzburg qui s'appelle Le fromage et les vers, alors qui est plutôt l'histoire des techniques, hein, plutôt que l'histoire des mathématiques, mais que je vous invite aussi à consulter, qui est un ouvrage assez passionnant et très très bien écrit. Alors, l'idée, c'est de changer de changer de focale complètement par rapport aux pratiques historiographiques habituelles, mais d'aller regarder de façon extrêmement locale, de façon vraiment très, très, très presque microscopique, d'où le titre de micro-histoire, comment des acteurs singuliers, sur une très courte période historique, font les choses. Donc, on a une réduction d'échelle, on a aussi une réduction des acteurs à un petit nombre d'acteurs en local. L'idée, c'est de ne pas s'en tenir à des phénomènes qui sont isolés, qui ne diraient rien d'autre que d'eux-mêmes, mais d'essayer de finalement euh, euh, construire, éclairer les phénomènes plus globaux à l'aide de cas singuliers qu'on pourrait éventuellement multiplier. Donc, le programme de la micro-histoire, c'est de déduire à partir de phénomènes locaux des tendances plus générales pour prévenir le risque d'une histoire complètement déconnectée des événements locaux, d'une histoire donc globale qui serait immanente, qui serait universelle et qui serait sans aucune accroche concrète, réelle et locale. Voilà. Alors, je ne vais pas le lire maintenant parce que je pense que j'ai un peu dépassé mon temps de parole, mais je vous invite à regarder cet article qui est écrit en français, mais dont une traduction a été gentiment proposée par mon traducteur. Cet article de Romain Bertrand et de Guillaume Calafa, qui finalement explique dans cet article des Annales, Histoire, Sciences sociales, quels sont les avantages qu'on pourrait avoir à tirer de la micro-histoire globale, nous, historiens des sciences et des techniques. Voilà. Donc cette micro-histoire globale, elle s'appuie finalement sur quatre temps. Comment faire pour faire de l'histoire globale? On s'appuie, je l'ai dit tout à l'heure, sur la multiplication des études locales, voire très très locales, avec l'idée de dégager des schèmes qui seraient plus généraux. Pour cela, on va regarder dans les espaces locaux, à la fois émetteurs et récepteurs, ce qui diverge et ce qui converge, et également ce qui produit des processus de normalisation et de standardisation des savoirs, à la fois dans les espaces récepteurs et dans les espaces émetteurs, tout en ayant en tête, tout comme avec les transferts et les circulations, le rôle des acteurs et des intermédiaires. Voilà. Donc, ce sera c'est un programme de recherche auquel je vous invite, tirant parti de ces quatre stratégies pour prendre en charge de façon la plus pertinente possible les circulations savantes à une échelle globale, mais sans nier les phénomènes locaux et sans nier les frontières mathématiques qui préexistent et qui existent préalablement aux circulations des savoirs à l'échelle internationale. Voilà, donc dans ce programme complet, on peut ajouter donc des études micro-locales étudiant les phénomènes de convergence et de divergence et les processus finalement de normalisation et de standardisation des savoirs dans les deux espaces émetteurs et récepteurs. Voilà. Bon, j'avais des exemples à donner, vous les regarderez, mais vraiment les phénomènes de traduction sont particulièrement appropriés, hein, pour mettre en place ce type de méthodologie d'histoire on pourrait appeler ça de la micro-histoire globale, les phénomènes de traduction. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de textes que je vous invite à regarder qui se sont appuyés sur ce type de méthodologie pour prendre en charge la circulation des savoirs via la traduction savante. Et puis, bon, j'aurais aussi un autre exemple sur les phénomènes de traduction, le phénomène de circulation, pardon, de la géométrie descriptive. La géométrie descriptive, elle a ceci de particulier, en fait, qu'elle, je reviens un petit peu en arrière, qu'elle est produite en France, puisque c'est quand même le pays dans lequel elle est fondée, cette géométrie, qu'elle est produite et qu'elle se pratique dans différents espaces sociaux. Les ingénieurs, les architectes, les constructeurs, des professions qui n'ont rien à voir avec la sphère académique. Alors, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'il est possible de penser la circulation de cette discipline à une échelle globale? C'est strictement impossible. Ces milieux sociaux n'ont rien à voir. Donc, il serait complètement, à mon avis, fallacieux d'essayer de penser une circulation globale de la géométrie descriptive vers d'autres pays que la France. On est obligé de passer par des micro-études locales, hein, regarder dans des espaces sociaux réduits les ingénieurs, les architectes, les constructeurs de machines, comment ces savoirs-là, comme la géométrie descriptive, se construisent et se diffusent, circulent à l'étranger. La géométrie descriptive ne se déplace pas aux États-Unis, par exemple, de la même façon vers les universités ou vers les ateliers
de constructeurs de machines. Ça ne se passe pas de la même façon et donc il est très important d'avoir recours à des études globales pour construire une perception la plus fine possible des mécanismes de circulation internationale des savoirs comme la géométrie descriptive. Je termine mon exposé par, mais je pense que vous l'avez compris, par toutes les sources que vous pouvez utiliser quand vous vous intéressez aux circulations mathématiques. Eh bien, évidemment, les ouvrages manuels ou ouvrages scientifiques, leur traduction, les journaux, j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais les journaux sont une source tout à fait pertinente pour regarder comment des savoirs circulent d'un pays à l'autre, les voyages étudiants. Voilà, on a des sources tout à fait aussi intéressantes, notamment sur les questions de effets réverbérateurs, parce que les étudiants peuvent aller étudier à l'étranger, mais reviennent dans leur pays d'origine. Et donc, ces effets réverbérateurs peuvent être étudiés via les voyages étudiants. Les diplomates, hein, qui sont aussi des go-between, des intermédiaires intéressants à étudier. Les correspondances, ça vous vous en doutez. Les programmes d'enseignement supérieur pour les écoles d'ingénieurs ou pour les universités. Les bibliothèques, qui sont des sources très importantes. Les catalogues de bibliothèques sont des sources importantes pour étudier la circulation des savoirs. Tout à l'heure, je l'ai dit, les acteurs de l'édition que sont les éditeurs et les libraires. Et pour ceux et celles qui s'intéresseraient, comme moi, au milieu professionnel, eh bien, les archives d'entreprise, là, sont aussi des sources pertinentes pour étudier la circulation des savoirs. Je suis désolé, je pense que j'ai fait un peu long. N'hésitez pas, je suis désolé de ne pas avoir été en présence, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur mon exposé, à m'écrire à cette adresse ici. Et je vous souhaite une très bonne suite de séminaires. Merci beaucoup.